Sous le haut patronage de son Excellence, M. Erratzonar Mapian, président de la République, sous le parrainage du ministre auprès de la présidence, chargé des ressources stratégiques, Lala Arsène Joëli Valérien, Média Consulting vous présente Salon international des mines, des hydrocarbures et des équipements, sponsorisé par Madagascar Hall, Omnis, APAM et la Chambre des mines au Centre des conférences internationales IVAD. Le 19 juin, journée pour les professionnels. Le 20 juin, journée pour les étudiants. Et le samedi 21, journée grand public, dîner dansant animé par Sanda Mouzi, partenaire banque exclusive BOA. Bonsoir à tous, bienvenue et merci si vous nous rejoignez pour ce journal en français. Un budget de 523,3 millions de dollars sera alloué par les Nations Unies dans les 4 années à venir de 2015 à 2019 pour aider Madagascar à accélérer son développement et contribuer à éradiquer la pauvreté par le biais de l'UNDAF ou The United Nations Development Action Framework. Reportage. La population des plus défavorisées, les institutions, les médias ainsi que les journalistes seront privilégiés par cette aide des Nations Unies. Il s'agit de mettre en place les conditions d'un développement durable et rendre le gouvernement capable de soutenir sa population et de respecter les droits de l'homme. Vous savez que c'est à partir de l'UNDAF que chacune des agences du système des Nations Unies va définir et va budgétiser son programme d'intervention pendant 4 ans. Disons que l'UNDAF représente le cadre de travail, mais à la suite, le PNUD, l'UNICEF, l'OMS, la BAD, chacun va aller au niveau de son conseil pour pouvoir faire approuver un programme qui concerne son mandat pendant les 5 prochaines années. Ce plan cadre tombe à pic pour le gouvernement malgache qui garde toute sa confiance aux Nations Unies. 2 grands points pourront être priorisés pour ce plan qui durera 4 ans. La victoire dépendra de la volonté de chacun à coopérer. Nous voici au terme du processus de planification du plan cadre des nations pour l'aide au développement, une DAF 2015-2019, qui a été validée le 20 mai dernier. Cette démarche de planification mérite d'être félicitée à 2 titres. En effet, cohérence et performance constituent à mon sens les 2 maîtres mots de ce plan cadre 2015-2019. 15 autres personnalités viennent de procéder à la signature de ce plan cadre. 15 hauts responsables, 15 entités engagées dans une même vision des problèmes et des diagnostics, une même vision des défis et des solutions. 523,4 millions de dollars, tel est le budget que les Nations Unies fourniront pour la réalisation de ce plan cadre. 53,1% sont actuellement réunis, le reste dépendra encore de quelques négociations. Les solutions durables contre la pauvreté seront prises dans ce plan cadre. Le DSRP et l'IPPTE ont été mis en place sous la Deuxième République et la Troisième République. Mais la pauvreté n'a pas été éradiquée pour autant. On attend la suite. Sur le plan politique, la propagande législative s'ouvrira le 8 août prochain dans les 4 districts où la CENIT s'active dans la préparation des partiels. Le mouvement VPM Malagas Miaramieng demande la sanction des responsables lors de la dernière élection législative. Jusqu'ici, seul un président de bureau électoral a été jugé pour fraude. Reportage de Nadiane Rajansan. Le cours électoral spécial ou CES constitue une importante surcharge de dépenses si l'on ne clarifie pas les responsabilités dans les fraudes qui ont causé l'annulation des élections législatives tenues dans les districts de Sainte-Marie, Belou-sur-Tirbine, Marvoy et Imbad. D'après le VPM Malagas Miaramieng, cela peut être organisé avant le 29 août. Il est grand temps de changer, d'adopter la refondation aussi sur ce plan-là, parce que si on vit tout le temps dans le régime de l'impunité, la confiance des gens est vraiment érodée en ce qui concerne la confiance vis-à-vis des gouvernants en place. Par conséquent, moi je pense que les dirigeants actuellement, le gouvernement, ont conscience de ce fait-là et qu'avant la tenue de ces élections, avant l'ouverture des campagnes, et avant la confirmation de candidature, il faudra procéder donc au
au jugement donc de ceux qui ont fauté. Il faudra sanctionner les fautifs. Les règles du jeu doivent être claires, c'est un délit, voire un crime contre la loi et la démocratie, dont sont victimes les adversaires qui ont voulu jouer le jeu de l'état de droit. Voilà pourquoi la justice a annulé les élections organisées le 20 décembre 2013 dans ces 4 districts. Voilà pourquoi la CENIT, Commission électorale et nationale indépendante, a décidé de licencier ceux qui ont failli aux règles d'une élection sincère et qui respectent le choix de chaque citoyen. Pour cela, le président d'un bureau de vote a été traîné en justice pour ne pas avoir fait son travail correctement. La CENIT n'a pas voulu donner des noms. L'élection du 29 août se fera selon les normes prévues. Il n'y aura aucun changement dans la procédure, tant au niveau de la liste électorale qu'au niveau des bulletins de vote. Une marque spéciale permettra d'éviter tout acte frauduleux dans le réemploi des bulletins déjà utilisés le 20 décembre dernier. Ces élections, donc, se tiendront avec les mêmes candidats, les mêmes électeurs. Pour les candidats, leurs bulletins de vote ne feront l'objet d'aucune modification de leur part. Mais la CENIT a tenu à mentionner sur ces bulletins de vote des marques distinctives. Donc, ceux qui seraient tentés d'utiliser les restes des bulletins de scrutin du 20 décembre 2013, ils ne pourront pas le faire parce que sur les bulletins donc, qui seront utilisés le 29 août 2014, il y aura cette mention législative partielle. C'est pour éviter les fraudes et les fraudes électorales, la CENIT prendra les mesures nécessaires qu'elle ne rendra pas publiques afin d'éviter les bulletins précochés avant les élections. À titre de rappel, 15 candidats postuleront pour Imbinz, 9 pour Marvoy, 11 pour Sainte-Marie et 19 pour Bélou-sur-Tirbine. 536 bureaux de vote seront ouverts pour les 190 888 électeurs de ces 4 districts. Le président Erazonar Mapian arrivera à Madagascar demain à 3h30 du matin. Le pouvoir actuel est handicapé, tel est le propos de certains observateurs politiques face à l'inexistence d'une opposition officielle. Jusqu'à présent, seuls les petits partis politiques disputent la place de l'opposition. Les 4 anciennes mouvances, les groupes parlementaires n'y portent pas grand intérêt, d'autant que la désignation du chef de l'opposition est régie par la loi. Le décret déterminant de dépôt des dossiers sur l'institutionnalisation de l'opposition n'est pas encore publié. Reportage. En comparaison avec les autres pays démocratiques, l'inexistence d'un camp opposant officiel reste une lacune pour Madagascar, malgré la pluralité des couleurs politiques au sein de l'Assemblée nationale. Après 35 jours de session ordinaire, aucune discussion sérieuse sur la politique générale de l'État n'a été entreprise. Ceux qui se réclament de l'opposition ne sont pas représentés au Parlement et selon le parti Arema, l'application des lois demeure une faille dans le régime présidé par Erazonar Mapian. Qui sera le chef de l'opposition? La question reste sans réponse. Ceux qui se réclament de l'opposition ne sont ni légaux ni légitimes. Les calculs politiques ne se font pas attendre pour le poste du 7e vice-président de la Chambre basse. Le courant Tina Soufredi, regroupant 5 plateformes, a déjà élu son président. Au nom de quel pouvoir? On l'ignore. D'autre part, le camp de la Latinara Vlunmanan ne reconnaît pas cette formation et face à ces guerres politiques, le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'aucun décret n'a encore été publié pour définir le délai de dépôt des dossiers de l'opposition. Le décret sur le délai du dépôt des dossiers de l'opposition est très attendu, rappelant que 6 partis politiques ont déjà déposé leurs dossiers au sein du ministère de l'Intérieur. Seulement 12% des Malgaches ont accès à l'électricité, 39% en ville et 4,8% dans les campagnes. Le ministère de l'Énergie va se concerter pendant 10 jours avec des représentants de la Banque mondiale pour se pencher sur les problèmes de l'énergie à Madagascar, dans le délestage et les difficultés d'accès aux sources d'énergie. Les détails. 3 grands points seront mis en exergue avec les représentants de la Banque mondiale au ministère de l'Énergie durant 10 jours. Il s'agira principalement de définir les priorités de la JIRAMA et de réfléchir sur d'éventuelles modifications de lois régissant l'énergie et la société d'État.
Madagascar dispose de nombreux potentiels qui peuvent être exploités pour ne pas recourir uniquement à l'énergie fossile, le pétrole et ses dérivés. D'après le ministre de l'Énergie, 80% des sources d'énergie utilisées par la JIRAMA est à base de carburant. 80% des matériels utilisés par le JIRAMA pour le ravitaillement en électricité sont alimentés par carburant. 39% de la population vivant en ville utilise l'électricité et 4,8% pour les périphéries. Des zones sont pourtant exploitables pour ne plus recourir au carburant. À l'issue de ces 10 jours, une idée du coût des barrages permettra d'évaluer le budget nécessaire pour le développement de l'hydroélectricité à Madagascar, entre autres sources. Le ministre de l'Énergie a réitéré que la Banque mondiale est prête à nous financer. Le budget sera défini au cours des 2 dernières semaines. Selon les sources, 40 milliards de dollars est nécessaire afin de mettre en place un centre de production énergétique tournant avec du carburant. Après le bilan officiel, 4 personnes ont trouvé la mort. Durant les fêtes de la Pentecôte, 275 autres ont été admis au centre des urgences et de réanimation de l'hôpital Joseph Ravoingadjen-Naval le dimanche et le lundi de la Pentecôte. Comme chaque année, les coups et blessures volontaires sont les plus fréquents, avec un nombre de 32 victimes contre 24 pour les accidents de la route, y compris celui d'hier à Namoutan. Reportage. La route a fait 18 victimes le week-end de la Pentecôte. En général, l'excès de vitesse en est la cause, comme cet accident de moto survenu hier vers 16h à Namoutan. D'après Razaf Njave Lantunien, témoin de l'accident, la moto a roulé en pleine vitesse. C'est la raison primordiale de l'accident. À l'hôtel Joseph Ravoingadjen-Naval, 188 personnes ont été hospitalisées, 665 devraient entrer en urgence. Un jeune homme de 24 ans a été tué après un coup de poignard en pleine poitrine. Sur les 36 personnes admises en réanimation, 3 n'ont pu être sauvées. D'après les informations, l'abus d'alcool a fait 4 victimes. Une tentative de suicide et des cas d'intoxication alimentaire ont été relevés. D'après Ranji Ananjananirin, responsable de communication de la JRA, 4 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire due à la mayonnaise. Comparé aux 217 victimes de l'année dernière, la fête de la Pentecôte a été plus clémente avec 188 victimes. Un local d'une société de travail du bois a pris feu lundi 9 juin vers 4 heures du matin à Manchsuivat. Les pompiers ont dû mobiliser 3 camions-citernes pour venir à bout de l'incendie. D'après les informations reçues, le sinistre provient d'une explosion des machines de l'usine. Les journalistes ont été interdits d'entrer. Il y a un mois, un marchand a été victime d'un incendie similaire sur le site du marché à bois, place Saint-Genzac à Issouchi. Le coup d'envoi du Mondial 2014 sera donné dans 2 jours. Les auditeurs pourront vivre ces grands moments avec Cool FM. Un mois durant, 11 grandes villes brésiliennes se partageront 64 matchs. Nous vous offrons un aperçu de la feuille de match suivie d'une brève explication pour suivre ce grand moment avec le maximum de confort. Après le tirage au sort du 6 décembre 2013, 32 équipes nationales sont reparties en 8 groupes. Reportage. Le Costa Rica, le Honduras et le Mexique, ainsi que les 4 îles des Caraïbes. L'Afrique sera représentée par 5 pays, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie, les États-Unis, le Costa Rica, le Honduras et le Mexique, ainsi que les 4 îles des Caraïbes, porteront les couleurs de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. Viennent ensuite 6 pays de l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur et l'Uruguay. Pour le continent asiatique, ce sera la Corée du Sud, l'Iran et le Japon, auxquels se joint l'Australie. Les pays européens seront majoritaires, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Suisse. Le match d'ouverture débutera à 22h au Brésil, à 1h du matin, heure locale. Après le premier match entre le Brésil et la Croatie, 48 autres se dérouleront jusqu'au 28 juin prochain. Les 8e de finale, bon nombre de téléspectateurs ne pourront pas suivre la diffusion du mondial en direct. Des résumés et des rediffusions seront présentes pour la satisfaction des inconditionnels du football. Sur Cool FM, on va suivre en direct les matchs de la Coupe du Monde à partir du 12 juin
Et sur Cool TV aussi, on produit une émission spéciale Coupe du Monde qui s'intitule Team Mondial 2014 avec des consultants comme Roro, Miradou et Yanj qui vont faire des analyses du match, des perspectives, des calendriers aussi, et aussi les matchs qui sont déroulés, les matchs qui sont passés aussi. Le Cameroun sera le premier pays africain à ouvrir les Jeux. Il affrontera le Mexique le vendredi 13 juin. Le dimanche, la Côte d'Ivoire aura affaire avec le Japon, suivi du Nigeria avec l'Iran le 16 juin. Le 17 juin, l'Algérie en découdra avec la Belgique et le Ghana avec les États-Unis. En moyenne, 3 matchs par jour seront diffusés en direct à 23h, à 1h et à 3h du matin, heure locale. Et sur les 64 matchs qui se dérouleront durant un mois, nous en verrons 10 jusqu'au 15 juin prochain. Ce jeudi, Brésil affrontera la Croatie. Le vendredi 13 juin, les Mexiques rencontreront le Cameroun et l'Espagne contre les Pays-Bas. Le samedi, Chili affrontera l'Australie. La Colombie rencontrera la Grèce et l'Uruguay contre la Costa Rica. 4 grands matchs marqueront la journée du dimanche. Il s'agit des matchs Angleterre-Italie, Côte d'Ivoire-Japon, la Suisse-Équateur et la France-Honduras. Les 8 matchs de 8e de finale se dérouleront du samedi 28 juin au mardi 1er juillet. Et après une pause de 3 jours, les Jeux reprendront le vendredi 4 juillet et le samedi 5 juillet pour les quarts de finale, tandis que les matchs de demi-finale se joueront les mardis 8 et mercredi 9 juillet. Les demi-finalistes rescapés disputeront la 3e place le 12 juillet. La finale se jouera le 13 juillet. Lundi de Pentecôte, l'essentiel a été de sortir hors d'Antananarivo. C'est une tradition des citoyens de la capitale. Pour ceux qui ne peuvent aller loin, le jardin d'Ambuisatou ou le parc de Timbazas font toujours le plein. En général, ces sorties de rigueur exigent la préparation d'un budget spécial. Les spectacles viennent de surcroît gonfler les prévisions familiales. Mais ces lundis sont surtout l'occasion de resserrer les liens. Rien de mieux alors qu'une escapade en famille. Reportage. Ceux qui en ont la possibilité réservent une enveloppe spéciale pour la fête et surtout le lundi de Pentecôte. Où et comment passer le lundi de Pentecôte? Le problème fait l'objet d'une discussion en famille, surtout en ce qui concerne le budget. Pour Malala Robin, mère de famille, un budget de 120 000 ariars a été depuis longtemps mis de côté. Rakuto Arvel Norberta pu mettre à disposition de sa famille une petite enveloppe de 40 000 ariars. Faire la fête ne signifie pas obligatoirement des plaisirs qui coûtent les yeux de la tête. Les dépenses journalières habituelles suffisent pour une sortie en famille avec quelques petits mets gentils extra. Le fait d'être ensemble est le plus important, affirme Raté Loarsan Landry. D'un autre côté, les dépenses de la Pentecôte ont toujours été en deçà des fêtes pascales. Ce n'est pas nouveau. Pour Azav Souvloul, commerçante, les recettes n'ont pas été satisfaisantes. Elle déclare s'y être attendue. Plusieurs Tananariviens, surtout les jeunes, ont choisi de se défouler sur les grands sites à spectacle. Ils ont fait le plein, comme celui d'Antuzumbe, avec Black Nadia, Razomianakav, Chon-Aimé, Tiliv et Stéphanie. Pour ce mois de juin, la fête n'est pas encore finie. Pour ce dimanche, il faudra déjà préparer les cadeaux pour la fête des pères et également budgétiser la fête de l'indépendance le 26 juin prochain. Toujours le week-end de la Pentecôte, les bus constituent l'éternel problème des lundis de Pâques et de la Pentecôte. Cela n'a jamais empêché toute une foule de courir les spectacles de la banlieue proche. L'enfer suivait les pas des martyrs des bus. Qualité internationale. Les grévistes du métro de Sao Paulo ont suspendu lundi 9 juin dans la soirée leur grève.
Les protestataires menacent toutefois de reprendre la grève le jour du coup d'envoi du mondial si leurs collègues licenciés ne sont pas réintégrés. Ils tiendront une assemblée générale mercredi pour décider d'une éventuelle reprise du mouvement. Le président du syndicat des employés du métro a réitéré leur principale revendication, la réintégration des 42 travailleurs licenciés lundi par la direction. Une façon d'admettre implicitement que le syndicat se pliait à l'augmentation salariale offerte par la direction, bien qu'inférieure aux attentes des employés. Pourtant, cette grève a paralysé la ville de Sao Paulo pendant 5 jours. Si elle reprend, elle risque de perturber le match d'ouverture Brésil-Croatie, alors que les yeux du monde entier sont braqués sur le Brésil. Et place aux actualités internationales. Le pari du président ukrainien sur le retour à la paix sera difficile à tenir. La crise du gaz est l'illustration. L'Ukraine et la Russie ne sont pas parvenus à s'entendre sur le prix du gaz acheté par Kiev ainsi que sur le remboursement de sa dette gazière. Après 8 heures de discussion entre délégués ukrainiens, russes et européens réunis hier à Kiev, aucun accord n'est sorti. Les négociations vont toutefois se poursuivre mardi soir ou mercredi matin à Bruxelles, annonce le commissaire européen. Reportage de France 24. Le temps presse pour trouver un accord sur le gaz, car la Russie a prévenu, si Kiev ne règle pas sa dette de plusieurs milliards de dollars, l'entreprise russe Gazprom coupera ses livraisons. Mais de son côté, le gouvernement ukrainien conteste le prix qui lui est appliqué depuis le 1er avril, un prix insoutenable pour le pays, déjà exsangue financièrement. La situation est catastrophique. Le niveau de vie de la population est très bas. Les capitaux fuient le pays. Le pouvoir qui a remplacé Yanukovych n'a rien changé sur le plan économique. Et c'est surtout dans les territoires séparatistes de l'Est du pays que l'avenir économique s'assombrit. Les régions de Donetsk et Lugansk, poumons industriels de l'Ukraine, tournent au ralenti. Les principales entreprises sont fermées depuis un mois. La production de charbon est en baisse de 10%. Quant aux transports, ils sont largement perturbés. Le contrôle de ce bassin houiller, qui représente environ 20% du PIB, échappe chaque jour un peu plus à Kiev. Si la situation est sous le contrôle total des autorités centrales dans les 2-3 prochains mois, je suppose que les effets négatifs de cette anarchie que nous avons actuellement dans ces régions seront significatifs. Mais ça n'affectera pas l'économie autant que si la situation actuelle continue. Une situation actuelle insoutenable. Le gouvernement estime à 22 millions d'euros les rentrées fiscales qui n'ont pas été versées en mai par la région de Donetsk. Et il se trouve contraint de financer une opération militaire qui dure déjà depuis près de 2 mois. Et on part en Bosnie pour terminer ce journal. Un sommet sans précédent aujourd'hui à Londres pour mettre fin au viol comme arme de guerre. Il est présidé par le chef de la diplomatie britannique, William Hague, et la star d'Hollywood, Angelina Jolie. Plus de 100 pays sont représentés en Bosnie. La société porte encore les stigmates des années de conflit. C'est toujours un reportage de France 24. Il y a près de 20 ans, alors que les bombes s'abattaient sur Sarajevo, un autre fléau faisait des ravages, le viol. Une arme de guerre invisible, mais tout aussi redoutable. On estime à 50 000 le nombre de femmes à avoir été victimes de violences sexuelles pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. C'est le cas de cette femme, qui tient à rester anonyme. Elle a été violée par son voisin, devant toute sa famille. Quand c'est arrivé, je voulais juste qu'il me tue. J'aurais préféré qu'il me tue plutôt que d'avoir à vivre ce qu'il m'a fait, que d'avoir à vivre ça. Il m'a violée devant tout le monde, chez moi. Des crimes trop souvent restés impunis. Par peur des représailles ou encore par honte, de nombreuses femmes n'ont pas osé porter plainte contre leurs violeurs. Et alors que la paix est revenue, des milliers de femmes sont encore violées chaque année. C'est un problème très sérieux parce qu'on n'agit pas assez pour changer les choses. Il y a toujours des tensions entre les groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine et dans la région des Balkans, parce que ce type de comportement violent est encouragé dans la société. Faire de la prévention pour éviter les crimes sexuels, le sujet sera largement évoqué lors du sommet à Londres. Restez avec nous, suivez après ce journal l'émission mode Mirror and Strass avec Vida et Gaël et le film Un amour d'hiver. Et je vous remercie d'avoir suivi cette édition jusqu'à la fin. On se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programme sur Cool TV.